Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire intitulé Entrepreneurs, managers et référents Covid, comment organiser l'activité en sécurité. Efficience, votre service de santé au travail, souhaite vous communiquer le maximum d'informations et de conseils afin de permettre à votre structure d'évoluer dans le contexte actuel. Pour vous accompagner durant cette conférence, vous allez être accompagné de Monsieur Anne, du docteur Leligné, du docteur Sebaille, 3 médecins du travail efficience, et de notre pôle prévention, donc moi, Philippe Samar, référent, et Monsieur Banassiac, Madame QNA, ingénieur hygiène, sécurité, environnement, Sylvie Simon, toxicologue, et notre équipe d'ergonomes, Christelle Collinet-Grossin, Sarah Collot, Julia Olivier et Aurélie Raymondon. L'objectif de ce webinaire est de répondre à vos questions en direct. Alors, surtout, je vais insister et revenir dessus à la fin de cette présentation. L'objectif pour nous, c'est de répondre aux questions que vous vous posiez avant, mais également aux questions qui pourraient vous venir à l'esprit. Pour cela, vous avez une petite icône QR, questions-réponses, sur laquelle il faut simplement cliquer, une fenêtre s'ouvre, vous tapez votre question, cliquez sur Envoyer, et cette dernière part immédiatement au niveau de notre équipe d'intervenants, donc composée de médecins du travail, d'infirmiers en santé-travail et d'intervenants en prévention des risques professionnels, de manière à vous apporter une réponse en ligne. Attention, les réponses qui seront apportées durant la session ne vous seront pas communiquées ultérieurement, donc prenez bien note des réponses qui sont apportées. Et pour que, comme vous êtes nombreux aujourd'hui, pour que le déroulement soit le plus fluide possible, je vous invite à cliquer sur le petit lien « Mes questions » qui permet de voir les questions et les réponses qui vous ont été apportées, mais également sur le lien juste à côté, toutes les questions qui vous permettront de voir toutes les questions qui sont en train de se poser, car vous êtes nombreux derrière vos écrans. Si jamais une question que vous souhaitez poser est déjà posée, je vous invite à cliquer sur le petit pouce orange qui permet de hiérarchiser, de faire remonter la priorité sur la question qui va se poser à l'esprit de tous. Donc, soyez attentifs aux questions posées et aux réponses apportées. Alors, le contenu de ce webinaire. Ce webinaire va être constitué de 10 modules. Tout d'abord, le rôle et les missions du référent Covid. Puis, la transmission du virus et les gestes barrières. Donc, un rappel, parce que maintenant, nous sommes tous sensibilisés à ces gestes barrières. Le troisième module, que faire si un salarié est malade? Point sur le dépistage. Suivi d'hygiène dans les locaux, la vie collective sur site, un point sur les postes de travail, les équipements de protection individuelle. Important, le document unique, sa présence et sa mise à jour compte tenu du contexte Covid actuel. Les risques psychosociaux et le rôle de votre service de santé au travail. Bien entendu, je réponds à la question avant même qu'elle soit posée. Le support de la conférence vous sera envoyé en intégralité. Par contre, comme je vous l'ai dit juste avant, les réponses aux questions ne seront présentes que durant la présentation. Pour rappel, n'hésitez pas à nous contacter après cette présentation si vous avez des questions, des doutes, un besoin de conseils. Notre équipe sera présente pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin du travail. Je passe maintenant la parole à M. Banassiac. Alors, avant de vous présenter les différentes informations sur le référent Covid, nous allons parler un petit peu de la réglementation. Alors, comme vous le savez, l'employeur va avoir des obligations vis-à-vis des salariés. Il doit, de manière générale, prendre des mesures pour assurer la sécurité et protéger leur santé physique et mentale. Pour cela, la réglementation lui demande de mettre en place différentes choses. Donc, tout d'abord, il doit mettre en place des actions de prévention. Ensuite, il doit mettre des actions de sensibilisation et de formation, ainsi qu'une organisation qui est adaptée au contexte de l'entreprise pour répondre aux deux mesures précédentes. Pour cela, il peut s'appuyer sur un ou plusieurs salariés désignés compétences santé-sécurité. Comme cela est évoqué dans le nom, c'est un salarié qui va avoir des compétences dans le domaine de la prévention des risques et qui va conseiller l'employeur.
Dans le cadre du Covid-19, il doit aussi répondre à ces différentes obligations tout en protégeant ses salariés, en limitant la propagation du virus. Certaines institutions comme l'organisme professionnel de la prévention du secteur du BTP conseillent la désignation d'un ou plusieurs référents Covid. Voilà. Alors, qui peut être référent Covid dans votre structure? En fonction de la taille et de l'organisation, il peut s'agir d'une ou plusieurs personnes. Dans les petites structures, ce seront plutôt des membres de la direction ou de l'encadrement qui auront une vision assez globale de la situation. Dans les entreprises avec un effectif plus important, le ou les référents Covid, du coup, peuvent être une personne qui va assurer une fonction de préventeur, comme un chargé de prévention, un responsable de sécurité ou une personne ayant des compétences en secours. Cela peut être aussi un membre du comité social et économique, donc le fameux CSE. Voilà. L'entreprise peut aussi opter pour le choix d'un groupe de travail qui va être composé des membres qu'on a cités précédemment. En fait, il n'y a pas vraiment de règle absolue, mais il faut tout simplement que les moyens humains soient adaptés en fait à la situation de l'entreprise. Au niveau des prérequis, il est nécessaire que le ou les référents Covid connaissent les gestes barrières ainsi que les différentes ressources internes et externes de l'entreprise afin de faciliter leur coordination et la mise en place des actions de prévention. Alors, les missions du référent Covid vont être assez larges. Elles vont être surtout adaptées au contexte de l'entreprise. Il peut préparer, le référent Covid peut préparer la reprise de l'activité et contribuer en fait à maintenir un environnement de travail sécuritaire, en proposant en fait une organisation et des mesures de protection adaptées à la situation. Il peut également jouer un rôle de coordinateur au niveau des ressources humaines et s'assurer de la disponibilité des différentes fournitures de prévention et ou même participer en fait à la mise en place d'actions de prévention, comme la mise en place de gel hydroalcoolique. Il peut aussi informer et sensibiliser les salariés par rapport aux nouvelles règles ou sur les gestes barrières. Il peut également participer à la mise à jour du document unique d'évaluation des risques. Il peut avoir aussi un rôle d'interlocuteur avec le service de santé au travail ou son médecin du travail. Et enfin, il peut assurer une veille réglementaire sur le plan sanitaire et réglementaire. Voilà. Pour faciliter un petit peu la réussite de ces missions du référent Covid, il est nécessaire que ces missions soient clairement définies et connues de l'ensemble des salariés de l'entreprise, qu'il possède aussi l'autorité nécessaire dans la réalisation de ces missions et il a accès aussi à l'information et à la sensibilisation pour pouvoir bien accomplir sa tâche. Je vais faire quelques rappels sur les modes de transmission du virus et sur les gestes barrières pour s'en protéger. Alors, quelles sont les caractéristiques principales du coronavirus? Il peut se transmettre directement lorsqu'on est en contact d'une personne infectée. Cette contamination, elle se fait par le biais de la salive, notamment par les gouttelettes de salive invisibles que l'on produit lorsqu'on parle. Il peut y avoir des transmissions indirectes lorsqu'on a touché une surface infectée et que l'on porte ensuite nos mains qu'on ne sait pas laver sur notre visage. Le virus, il peut alors pénétrer dans notre organisme en passant par les yeux que l'on se frotte, par le nez qu'on peut se gratter et par la bouche qu'on a tendance à se toucher. Il y a donc un potentiel risque de contamination si on touche une surface sur laquelle a été déposé le coronavirus. Et le virus, il aurait une durée de vie assez longue sur certaines surfaces inertes, notamment le verre, le métal et le plastique. Il pourrait être aussi retrouvé jusqu'à 12 heures sur nos vêtements.
Le virus, il est aussi retrouvé dans les selles, ce qui fait un argument de plus pour se laver les mains après être allé aux toilettes. Alors concernant sa durée d'incubation, c'est ce qui représente le délai entre la contamination et l'apparition des symptômes. Donc elle a été estimée de 3 à 5 jours en général, avec un maximum de 14 jours. Une personne pourrait donc manifester des symptômes jusqu'à 2 semaines après une contamination. La difficulté avec ce virus, c'est que l'infection, elle peut rester asymptomatique et qu'une personne apparemment saine peut être porteuse du virus et contaminer son entourage. C'est pour cette raison que les gestes barrières doivent absolument être généralisés, rabâchés, affichés, afin de minimiser le risque de propagation du virus. Donc ces fameux gestes barrières, tout le monde les connaît, mais comme tout moyen de prévention, il est nécessaire de les rappeler pour que chaque salarié soit suffisamment sensibilisé. Les affichages, ils permettent d'avoir ces consignes élémentaires en permanence autour de nous pour bien les ancrer. On va les évoquer rapidement. Donc il y a tout d'abord des mesures d'hygiène, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, ou bien la friction hydroalcoolique. Il faut tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, et l'utilisation d'un mouchoir à usage unique à jeter directement après utilisation. Puis il y a des mesures de distanciation sociale, donc se tenir à 1 mètre minimum, et donc par conséquent ne pas se serrer la main ni faire la bise aux collègues. D'autres procédures peuvent être affichées selon l'activité professionnelle et les besoins de protection, notamment sur le port de gants, s'il y en a besoin, et la bonne façon de les enlever pour ne pas se contaminer, et surtout sur le port de masque. Là aussi, il y a une vraie éducation de l'ensemble de la population qui est nécessaire à la bonne utilisation du masque. Il y a une bonne façon de le mettre pour se protéger d'un entourage potentiellement contaminant si tout le monde porte un masque, par exemple dans les transports en commun. Et il y a une bonne façon de l'enlever pour éviter de se contaminer si jamais la surface extérieure du masque a été en contact avec le coronavirus. Pour les masques réutilisables en tissu, il sera nécessaire d'avoir une pochette plastique pour le conserver une fois qu'on est arrivé au travail ou une fois qu'on l'a porté pendant une durée de 4 heures. Ça permettra de conserver le masque sans se faire, dans ses affaires, sans risquer de se contaminer. C'est terminé. Que faire si un salarié est malade? Quelques points sur le dépistage. Tout d'abord, donc, je vais parler des cas asymptomatiques parce que selon certaines études, il y aurait un nombre important de cas asymptomatiques pouvant avoir un rôle dans la propagation du Covid, ce qui rend le traçage des cas contacts très difficile et de ce fait, la mise en place de la prévention très complexe. Donc, il y a 2 cas donc, qu'on pourrait rencontrer. Les asymptomatiques qui deviendront symptomatiques 2 à 3 jours après et les asymptomatiques qui resteront asymptomatiques. Pourquoi? Parce que l'agent infectieux est peu virulent ou bien parce que les défenses immunitaires sont très efficaces. Alors, en ce qui concerne les symptômes du coronavirus, les premiers symptômes peu spécifiques qu'on peut rencontrer vont des céphalées, qu'on appelle couramment des maux de tête. Vous avez des douleurs musculaires, des courbatures. Il peut y avoir aussi une fatigue importante anormale. Le sujet aura la sensation de ne pas pouvoir effectuer les tâches habituelles sans faire appel à toute sa volonté. Il peut y avoir des troubles digestifs comme les nausées, les douleurs abdominales, les ballonnements, la diarrhée. Il peut y avoir une conjonctivite, donc c'est une inflammation ou irritation de la conjonctive de l'œil, c'est-à-dire de la membrane qui recouvre le blanc de l'œil et le dessus des paupières. Le Covid-19 pourrait se transmettre par contact aérosol avec la conjonctive. D'autres symptômes, donc plus tardifs, comme la sensation de fièvre ou de la fièvre, pouvant dépasser 38 degrés. Il peut y avoir des signes respiratoires, comme la toux, la gêne respiratoire, voire un essoufflement. Il y a d'autres nouveaux signes aussi, comme l'agueusie, la perte du goût, ou l'anosmie, la perte de l'odorat. Ces 2 nouveaux symptômes peuvent être isolés et apparaissent brutalement et sont reconnus comme symptômes très évocateurs du Covid-19. Il peut y avoir des angélures aux doigts, donc qui se caractérisent par des rougeurs, des gonflements, des brûlures ou des crevasses. Il peut y avoir un urticaire localisé ou généralisé, de l'eczéma, des vascularites, donc c'est une inflammation des vaisseaux sanguins,
qu'il s'agisse des artères, des veines ou des vaisseaux capillaires. Alors, en ce qui concerne la conduite à tenir proprement dite, l'objectif de cette conduite est de fournir des points de repère aux référents Covid en complément des mesures d'hygiène et des directives réglementaires. Dans le contexte actuel, toute personne ayant un ou plusieurs symptômes déjà évoqués est susceptible d'être atteinte par le Covid. Donc, la base de la prise en charge repose essentiellement sur l'isolement, la protection et la recherche des signes de détresse. Donc, il faudra isoler la personne et ne pas lui permettre l'accès à sa zone de travail en la guidant, si possible, vers un local dédié à cet effet et en appliquant des gestes barrières. Il faudra faire appel aux sauveteurs secouristes du travail pour une aide complémentaire. En l'absence de signes de détresse, demander à la personne de contacter son médecin traitant ou tout autre médecin pour organiser son retour au domicile. En cas de signes de détresse, difficultés orales ou respiratoires, somnolence, confusion, si la personne est consciente, lui demander de se mettre dans la position la plus confortable. Donc, il faudra appeler le SAMU en composant le 15, en restant proche de la personne afin de faciliter, si besoin, la communication entre le médecin et la personne. Se présenter en quelques mots la situation, puis communiquer le téléphone de l'entreprise ainsi que l'adresse et les moyens d'accès. L'assistant de régulation du SAMU donc vous mettra en relation avec le médecin qui vous indiquera la conduite à tenir. Donc, il faudra lui demander s'il a d'autres recommandations à vous conseiller. Si on voit des secours décidés par le 15, il faudra mandater quelqu'un pour aller accueillir les secours. Restez toujours à proximité de la personne pour la surveiller en attendant l'arrivée des secours. En cas d'éléments nouveaux, importants, ne pas hésiter à rappeler le SAMU. Donc, il faudra toujours garder son calme et ne pas agir dans la précipitation. Après la prise en charge de la personne, bien prévenir le service de santé au travail et suivre ses consignes, y compris sur l'hygiène de poste de travail. Et enfin, il faudra communiquer et rassurer les autres collègues en leur rappelant que les mesures de sécurité sanitaire préventive avaient déjà été mises en place pour éviter la contagion. En ce qui concerne les campagnes de dépistage organisées par les entreprises et pour leurs salariés, celles-ci ne sont pas autorisées. La prise de température en entreprise n'est pas recommandée non plus, car l'absence de température ne signifie pas une absence de Covid. La fièvre est le symptôme le plus fréquemment rencontré en médecine et ses origines peuvent être très diverses. Donc, le portage viral peut débuter jusqu'à 2 jours avant le début des signes cliniques avec apparition tardive. Donc, la prise de température pour repérer une personne possiblement infectée serait donc faussement rassurante. En ce qui concerne le rôle de l'employeur, ce dernier doit assurer un rôle de relais des messages et de collaboration avec les autorités sanitaires. Si le cas Covid est confirmé, l'identification et la prise en charge des contacts seront organisées par les acteurs de niveau 1 et 2 du contact tracé. Ces derniers pourront s'appuyer sur les matrices des contacts en entreprise réalisées en amont pour faciliter l'identification des cas contacts et leur qualification. Les représentants du personnel ainsi que l'employeur sont astreints à la confidentialité. Dans le cas où un salarié présente une symptomatologie évocatrice, il faudra l'engager à consulter un médecin si possible en téléconsultation. Le médecin jugera de l'utilité d'une prescription ou pas d'un dépistage. En ce qui concerne les tests, donc, il existe des tests virologiques RT-PCR qui permettent de rechercher du virus SARS-CoV-2. Donc, ces derniers détectent le matériel génétique du virus, plus spécifiquement l'ARN. Ces derniers restent les tests de première intention pour le diagnostic de la phase aiguë du Covid-19, c'est-à-dire durant la première semaine. À ce jour, les tests sérologiques auraient une place dans la surveillance épidémiologique et dans l'identification des personnes étant ou ayant été en contact avec le virus. On ne sait pas encore précisément à partir de quel moment une personne ayant été exposée au virus devient infectieuse, ni pendant combien de temps elle le restera. Les personnes ayant été en contact avec le virus ont éliminé le virus et qui ne présentent plus de symptômes sont considérés comme guéris, comme pour toute infection virale aiguë. Et enfin, une protection certaine à moyen terme, durable et définitive, n'est pas garantie. Voilà. Cette procédure, donc, est utile car l'urgence de la situation dicte souvent l'urgence de l'action. Merci.
Alors, il va être abordé dans cette partie l'hygiène des locaux. Alors, tout d'abord, je vais commencer par faire un point rapide sur la remise en route des bâtiments après le confinement. Puis après, je vais aborder la gestion du nettoyage des locaux et la ventilation. Alors, si vous avez des sites, des bâtiments qui n'ont pas encore ouvert, alors que faut-il faire et à quoi faut-il penser pour la remise en route? Alors, il va falloir réaliser un état des lieux, c'est-à-dire visiter toutes les pièces et vérifier le bon fonctionnement des différents équipements. On va vérifier, par exemple, le réseau d'eau. Alors, après plusieurs semaines d'inoccupation, il est recommandé d'ouvrir les robinets d'eau, l'eau des douches pendant plusieurs minutes. Pourquoi? Alors déjà pour évacuer les éventuels dépôts, mais aussi pour limiter la prolifération dans les canalisations de micro-organismes qui peuvent avoir des effets sur la santé. Alors, vous pouvez faire appel, si besoin, à un technicien pour désinfecter les réseaux d'eau chaude et limiter ainsi le risque de légionnelle. Pour les installations électriques, donc on va faire appel à une personne habilitée pour contrôler les prises, les câbles, les lumières, vérifier que l'éclairage de sécurité fonctionne, ainsi que les sorties de secours. En ce qui concerne la ventilation, on va bien aérer avant la réouverture. On va privilégier l'aération naturelle par l'ouverture des fenêtres. Et si vous avez une ventilation mécanique, il est recommandé de faire vérifier son bon fonctionnement. Donc, on va vérifier le débit et entretenir les bouches d'extraction et les filtres. On va programmer la ventilation à la vitesse nominale au moins 2 heures avant le début de la période d'occupation du bâtiment. Et la ventilation devra être maintenue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, notamment dans les toilettes avec les portes fermées. Et dans le cas des bâtiments qui sont équipés d'une centrale de traitement d'air, il est recommandé d'arrêter le recyclage de l'air et de maintenir un apport d'air extérieur. Enfin, en ce qui concerne le nettoyage des locaux avant réouverture, alors si le bâtiment n'a pas été occupé pendant les 5 jours précédant l'ouverture, un nettoyage classique avec un détergent est suffisant. En effet, le virus ne se développe pas et ne se multiplie pas sur les surfaces et pendant la période de fermeture, il a eu le temps de disparaître naturellement. Mais un nettoyage est toutefois recommandé donc pour enlever les poussières, mais surtout pour rassurer les salariés à leur retour. Enfin, si les locaux ont été occupés par quelques personnes et que les surfaces sont jugées contaminées, dans ce cas, une opération de désinfection avec un produit virucide est préconisée. Alors, comment doit se passer le nettoyage des locaux pour les semaines, voire les mois à venir? Il va falloir renforcer ou mettre en place des procédures de nettoyage. En effet, on va devoir augmenter la fréquence de nettoyage et penser à nettoyer toutes les surfaces qui ont pu être touchées par les personnes. Donc, ce sera les poignées de porte, les interrupteurs, les téléphones, les équipements de travail. Donc, le nettoyage devra se faire quotidiennement, au moins 2 fois par jour. Quels sont les produits à utiliser? Alors, tout d'abord, on va utiliser un produit détergent classique pour le nettoyage. Donc, les détergents, en fait, ils contiennent des tensioactifs qui peuvent inactiver le virus. Et en fonction de l'évaluation des risques, et si c'est vraiment nécessaire, une désinfection avec des produits désinfectants devra être effectuée en complément du nettoyage classique. Donc, les produits de désinfection, ils contiennent des substances biocides qui vont détruire les virus. Ces produits sont repérables par la norme NF-EN 14446 et sinon vous pouvez utiliser d'autres produits virucides comme par exemple l'eau de Javel. Alors vous retrouverez toutes les caractéristiques de l'action virucide, les modes d'utilisation, les dilutions préconisées et les risques sur la santé sur les fiches techniques des produits chimiques et les fiches de données de sécurité. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment très important de les demander à votre fournisseur. Attention pendant cette période à ne pas oublier ou bien sous-estimer le risque chimique. En effet, on va utiliser des produits chimiques beaucoup plus souvent et ils peuvent présenter des risques sur la santé. Certains sont corrosifs, allergisants ou irritants. Donc, les personnes qui vont utiliser ces produits devront être informées et sensibilisées sur leur utilisation et les moyens de protection adaptés. Si le nettoyage est réalisé par un collaborateur en interne, donc il faudra s'assurer de la reprise effective de son poste et vérifier que l'augmentation de la charge de travail est bien prise en compte et compatible avec ses horaires de travail.
Il faudra aussi le former et l'informer car on aura des procédés nouveaux ou bien totalement différents. Si le nettoyage est assuré par un prestataire, dans ce cas, il faudra voir avec lui s'il peut intensifier le nettoyage et lui donner aussi toutes les informations sur les fréquences et les types de produits à utiliser et les formations adaptées pour qu'il réalise les tâches dans les bonnes conditions. Enfin, je reviens sur la ventilation. Lors de la reprise, il faudra aérer régulièrement les locaux. Alors, ce qui est mieux, c'est de privilégier une ventilation naturelle. Donc, on va ouvrir plusieurs fois par jour les fenêtres, au moins 3 fois par jour, pendant 15 minutes dès que l'on sort ou lorsque l'on va déjeuner. Si vous avez une ventilation mécanique, donc il ne faudra pas obstruer les entrées d'air ni les bougies d'extraction. Il faudra la maintenir et compléter par un renouvellement d'air en aérant en ouvrant les fenêtres. Il faudra aussi maintenir les consignes habituelles de chauffage, de refroidissement et d'humidification et remplacer les filtres selon le calendrier habituel d'entretien. Enfin, il va commencer à faire chaud, on va vouloir utiliser des ventilateurs, des climatiseurs qui fonctionnent avec recirculation d'air. Alors, ces dispositifs, s'ils sont placés à côté des personnes, il est recommandé de les arrêter afin d'éviter d'augmenter la distance de propagation des postillons qui peuvent être chargés en virus. À défaut, ils pourront fonctionner hors période d'occupation des locaux ou à la plus faible vitesse possible si des besoins de régulation de température sont nécessaires. Une étape clé du déconfinement et de la reprise de l'activité, c'est la réorganisation de la vie collective sur le site. Plusieurs points vont être listés et seront accompagnés de recommandations pour vous aider dans cette démarche. Le premier, c'est de pouvoir décaler les horaires d'arrivée et de départ pour diminuer ce qu'on appelle les goulots d'étranglement. Autrement dit, on va limiter les flux de circulation. Il faudra également condamner les tourniquets, alors à la fois pour limiter le contact direct avec les surfaces, mais aussi pour fluidifier les passages. Si possible et dans l'idéal, mettre en place une zone d'entrée avec un marquage au sol. Cela permet à toute personne arrivant dans l'entreprise de disposer d'un endroit où elle pourra retirer son masque, le jeter dans une poubelle et se laver les mains ou, à défaut, mettre du gel hydroalcoolique. C'est aussi à cet endroit que pourraient être fournis les équipements de protection individuelle qui seraient mis à disposition par le site. De nombreuses entreprises ont fait le choix de fournir un kit salarié comprenant des lingettes nettoyantes, du gel hydroalcoolique et un masque. En procédant ainsi, vous sauriez que toutes les personnes qui sont présentes dans l'enceinte de votre structure seraient équipées d'équipements de protection individuelle neufs ou propres. Pour ce qui est des ascenseurs et de leurs utilisations, le premier point, c'est d'avoir toujours en tête cette notion de surface minimale de 4 mètres carrés par personne. Partant de là, il est nécessaire de faire en sorte que les ascenseurs soient prioritairement pris seuls. Sinon, il faudra privilégier les escaliers pour respecter la distanciation. Alors, pour certaines situations, comme par exemple le travail dans les étages élevés ou même encore pour certaines situations de handicap, nous savons que cette règle semble difficilement applicable. On pourrait donc envisager, par exemple, de rendre obligatoire le port d'EPI, donc les équipements de protection individuelle, comme les gants, les masques, etc. Il faudra également se rapprocher de la structure accueillante et recueillir son protocole. Peut-être que chaque structure va vouloir créer son protocole et ses équipements de protection. L'utilisation d'un chiffon ou d'un mouchoir jetable pour toucher toutes les surfaces qui sont inévitables, alors on entend par là les boutons, les poignées de l'ascenseur, etc., pourrait être utile comme l'installation d'une poubelle à pédales à chaque sortie d'ascenseur. Dans la même logique, pour limiter les contacts avec les surfaces au niveau des mains et au niveau de la peau, il faudra encourager les utilisateurs à utiliser leurs pieds pour pousser les portes. Pour ce qui est des espaces de déplacement, couloirs, parking, en général, on sait qu'ils sont restreints dans les entreprises et donc pour faciliter le déplacement des personnes, il est recommandé de laisser les portes de bureaux ouvertes. Ainsi, on aura plus de dégagement si 2 personnes se croisent et ça permettra aussi de limiter les contacts avec les poignées à chaque ouverture et fermeture de porte et donc bien sûr de réduire le risque de transmission du virus. Quand cela est possible, organisez en le matérialisant un sens de circulation unique avec un point de départ et un point de sortie. Pour les repas, c'est un point qui suscite de nombreuses interrogations puisque par expérience, on sait que dans beaucoup d'entreprises, les salariés sortent le midi pour déjeuner. Mais dans ce contexte, les restaurants et les cafés sont fermés, il faut donc prévoir une alternative. 2 cas de figure peuvent se présenter. Le premier, l'entreprise dispose d'un restaurant d'entreprise. Pour celles qui n'ont pas encore ouvert, il faudra donc se rapprocher du prestataire et s'assurer de sa réouverture. Si c'est le cas, il faudra s'assurer des éléments suivants.
la distanciation de 2 mètres est-elle possible? Peut-on organiser des roulements pour les pauses déjeuner? Peut-on mettre en place et matérialiser un sens de circulation pour éviter que les personnes se croisent? Mettre à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie du restaurant et rendre obligatoire son utilisation. Proposer des plats déjà prêts et emballés et si possible froids pour éviter l'utilisation des micro-ondes. Et supprimer les équipements collectifs, c'est-à-dire tout ce qui pourrait être manipulé par plusieurs personnes, comme les carafes d'eau, les fontaines à eau manuelle, les condiments, etc. Le deuxième cas de figure, c'est les repas sont pris sur place. Il faudra donc permettre de toute façon la distanciation de 2 mètres entre les personnes. Par exemple, s'il y a 3 places, il faudra supprimer celle du milieu et si ce n'est pas possible, il faudra organiser les roulements pour les pauses. Demander à chaque personne d'utiliser une lingette avant et après utilisation de tout ce qu'elle aura touché. Nous recommandons aussi l'utilisation de vaisselle et de couverts personnels. Toute nourriture qui arrivera sur le site devra être emballée pour être nettoyée, à minima à l'eau savonneuse avant d'être placée dans le frigo. Équiper les espaces de pause et de restauration avec des poubelles à pédales et des sacs jetables de façon à éviter le contact avec les déchets. On pourra aussi aller plus loin et se poser la question de donner l'autorisation aux salariés qui le peuvent de déjeuner au poste de travail. Attention, toutefois, cela reste une décision qui doit être prise par l'entreprise en fonction de l'activité et des postes présents. Pour les véhicules, nous recommandons d'éviter le partage de véhicules. Si ce n'est pas possible, il faudra demander au conducteur de porter des gants et de nettoyer avant et après chaque utilisation tout ce qui aura été touché. Les clés, le levier de vitesse, les commandes au volant, les rétroviseurs, les poignées de porte intérieures et extérieures. Pour les transports de passagers, il faudra systématiquement imposer un lavage de mains à l'entrée du véhicule. Privilégier le transport d'une seule personne que l'on placerait derrière le passager, toujours dans cette logique de distanciation. Installer une séparation entre l'avant et l'arrière du véhicule et si ce n'est pas possible, rendre obligatoire le port de protection de gants et masques par exemple. Et puis, procéder au nettoyage de tout ce qui aura été en contact avec la ou le covoituré. Dans les transports collectifs de passagers par des utilitaires, les consignes sont simples. On recommande de laisser une place entre chaque passager et d'imposer le lavage de mains à l'entrée du véhicule. On pourrait aussi très bien rendre obligatoire le port de masque dans ces situations-là. Pour les espaces fumeurs, lorsque vous avez des espaces fumeurs dans votre entreprise, il va falloir prévoir une nouvelle organisation pour limiter l'accès en fonction de l'espace disponible, avec toujours la logique d'une surface de 4 mètres carrés pour une personne. Pour éviter le rapprochement entre 2 personnes, le fait de prévoir des cendriers individuels pourrait être intéressant. La mise à disposition de gel hydroalcoolique est également nécessaire. Attention toutefois à l'emplacement du gel puisqu'il s'agit d'une substance inflammable. Pour les sanitaires, de nombreuses entreprises vont pratiquer ou pratiquent le télétravail ou comptabilisent des absents. Il pourrait être judicieux d'évaluer les besoins de sanitaires en fonction du nombre de présents pour diminuer la charge de nettoyage des locaux communs et donc d'avoir du temps supplémentaire pour nettoyer d'autres endroits. Il faudra adapter le nombre de personnes à la taille des locaux, par exemple, supprimer les urinoirs qui sont trop proches ou matérialiser des files d'attente à l'extérieur des sanitaires. Bien évidemment, il faudra s'assurer que chaque sanitaire dispose de savon et d'essuie-mains jetables en quantité suffisante et mettre à disposition des lingettes désinfectantes également. Pour toutes les réserves, en général, on sait que ce sont des pièces qui sont assez étroites, donc il n'est conseillé de donner accès qu'à une seule personne à la fois. Si ce n'est pas possible, il faudra prévoir le nettoyage par l'utilisateur des outils partagés, des poignées de porte, finalement de tout ce qui aura été en contact avec la personne, tout ce qu'elle aura touché. Pour anticiper les éventuelles difficultés d'approvisionnement, il faudra évaluer les stocks nécessaires pour anticiper les ruptures et si elles sont inévitables, il faudra prévoir une nouvelle organisation de travail et peut-être l'instauration de nouvelles règles. Pour les déchets, il faudra faire en sorte de disposer de poubelles à pédales en quantité suffisante avec double sac dans tous les lieux qui le nécessitent. Donc, entrée et sortie de l'entreprise, au niveau des sanitaires, au niveau des espaces de pause et de repas, au niveau des sorties d'ascenseur. Alors, pourquoi 2 sacs? Tout simplement pour ne pas être en contact avec les déchets si un des sacs devait se percer. Il faudra également, bien évidemment, s'assurer que toutes les poubelles soient régulièrement vidées. Pour finir, nous allons aborder ensemble la gestion des livraisons et du courrier. Il faut, dans la mesure du possible, les limiter en privilégiant les mails au courrier papier. La durée de vie du virus est estimée à environ 24 heures. Il faudra donc, dans l'idéal, les mettre dans une zone d'attente et traiter la réception 24 heures plus tard. Si c'est possible, nous recommandons également de ne confier cette tâche qu'à une seule personne et bien sûr, il faudra qu'elle ait les moyens de protection nécessaires. On pourrait aussi très bien lui demander d'ouvrir le courrier, de le scanner et de l'envoyer aux différents destinataires par voie numérique. Quand ce n'est pas possible d'attendre 24 heures,
Il faudra s'assurer que le traitement se fasse dans de bonnes conditions, c'est-à-dire en portant les protections adaptées, en désinfectant le carton avant de le ranger et s'il n'est pas possible de le déconditionner. Pour conclure, il ne faudra plus accepter les livraisons personnelles dans l'entreprise. Dans cette thématique des postes de travail, nous allons aborder les mesures de précaution qui peuvent être mises en place en fonction de l'activité de travail et des locaux. Alors, cette première partie détaille les généralités, tous secteurs confondus, concernant l'organisation. La première mesure à mettre en œuvre, quand cela est possible, est le télétravail. Quand on précise qu'il doit être organisé et managé, cela fait référence au fait que le télétravail a été mis en place un petit peu de façon rapide à l'annonce du confinement pour certaines entreprises ou catégories de métiers. Et donc là, s'il est poursuivi, il convient de s'assurer que les salariés disposent des équipements et des outils adéquats pour poursuivre leur activité de travail. En ce qui concerne le management, dans la mesure où le télétravail est souvent réalisé à temps plein, il convient de s'assurer que ce dernier est présent, c'est-à-dire que l'encadrement est en contact régulièrement avec les salariés. Alors, si votre activité ne permet pas la mise en place du télétravail, dans ce cas-là, il conviendra de mettre en œuvre et de respecter les principes de base, qui sont les gestes barrières, la distanciation sociale, et le calcul du nombre maximum de salariés pouvant être accueillis sur le site. Alors, ce petit point, nous le verrons dans la diapositive suivante. Prioritairement, il faudra mettre en place des mesures collectives, c'est-à-dire mettre en place des horaires décalés pour éviter qu'il y ait un nombre trop important de salariés sur le site. Privilégier des équipes fixes plutôt que des équipes alternantes, et il conviendra de limiter au maximum l'organisation des réunions en présentiel. Alors, malgré tout, si les situations de travail ne permettent pas le respect de la distanciation sociale, dans ce cas-là, le port de pays sera nécessaire. Alors, quoi qu'il advienne, il sera important d'informer les salariés de ces nouvelles consignes. Informer les salariés arrivant sur le site, mais également ceux qui resteraient en télétravail. Les informer de ces gestes barrières, mais également s'il y a eu des modifications au niveau des locaux, des réattributions de postes, des réorganisations de postes de travail. Il faudra mettre en place une veille concernant cette information parce que votre organisation interne, elle peut évoluer et il est bon de les tenir informés régulièrement. Par ailleurs, l'adaptation pouvant parfois prendre du temps, voilà, n'hésitez pas à vous répéter et parfois la vigilance peut également diminuer au fil des jours. Donc voilà, ce sera toujours bon de rappeler tous ces principes. Enfin, il faudra toujours tenir compte dans cette période de l'ergonomie des postes et des risques professionnels. Alors, la surface utile et le nombre de personnes. Alors, le gouvernement a retenu un critère universel d'occupation maximale des espaces qu'il a nommé jauge et qui a été fixé à 4 mètres carrés par personne. Alors, cette surface, elle permet aux salariés de disposer d'1 mètre tout autour de lui, ce qui permet d'assurer la distanciation sociale. Donc, nous allons voir comment calculer le nombre de salariés qu'une structure peut accueillir. Alors, pour cela, ça nécessite de connaître la superficie des locaux. Et à cette superficie, on va soustraire tous les équipements qui prennent de la surface au sol ainsi que les espaces de circulation. Donc, dans l'exemple que vous voyez actuellement, nous avons une surface, un espace de travail qui fait une superficie de 30 mètres carrés. À cette surface, nous allons soustraire les 6 postes de travail qui font chacun 1,5 mètre carré, l'armoire qui fait 4 mètres carrés et l'espace de circulation qui fait quant à lui 5 mètres carrés. Donc, on obtient le nombre de 12 mètres carrés. Donc, ce nombre correspond à la surface résiduelle. Cette surface de 12 mètres carrés, on va la diviser par 4, c'est-à-dire on va la diviser par notre jauge de 4 mètres carrés et on obtient le nombre de 3. Donc, en fait, ce nombre de 3 correspond aux 3 salariés qui, maximum, pourront occuper cet espace de travail. Et comme c'est indiqué sur le schéma, pour encore mieux respecter cette distanciation sociale, on privilégiera de les installer en quinconce plutôt qu'en face à face.
nous allons voir le cas des postes de travail sans accueil du public. Ça concerne notamment les activités tertiaires, les laboratoires, les téléopérateurs, les personnes travaillant en atelier. Comme évoqué juste avant par ma collègue, il faudra veiller au respect de la jauge de 4 mètres carrés minimum par personne, ce qui se traduira par exemple en modifiant l'implantation des postes et en revoyant les zones de circulation afin de limiter les croisements. Autant que possible, il est recommandé d'organiser le travail de façon à limiter l'utilisation d'outils communs. Par exemple en réduisant la polyvalence temporairement ou en achetant des outils supplémentaires afin d'attitrer des outils à chacun. En parallèle, il faudra instaurer un protocole de nettoyage du poste, des machines et des matériels en début et en fin de poste. Ce nettoyage sera plus fréquent dans les situations où le matériel est partagé. Alors, par ailleurs, dans ce contexte, le flex office n'est plus possible. Il faudra attribuer un poste fixe à chaque salarié avec un matériel attitré. Dans les situations où la distanciation sociale ne peut pas être respectée, dans ce cas, il sera nécessaire d'installer, par exemple, des plexiglas entre les postes ou de rendre obligatoire le port du masque. Et dans le cas où le matériel est partagé, il faudra prévoir une fréquence plus importante du nettoyage des outils et des surfaces. Concernant les postes de travail avec du public, là aussi, il convient de les étudier et il y a différentes recommandations pour ces situations. Il convient dans un premier temps d'étudier les capacités d'accueil de l'espace en fonction de la superficie, de la configuration des locaux et de l'activité. Grâce au calcul dont on a parlé, vous pourrez savoir combien de salariés, mais aussi combien de visiteurs ou de clients maximum vous pourrez accueillir dans vos locaux. Une fois que cela est fait, il conviendra d'identifier dans l'activité des salariés recevant du public quelles sont les tâches qui nécessitent un accueil en présentiel et celles qui sont en fait réalisables à distance. Et dans ce cas-là, celles qui sont réalisables à distance, on les réalise à distance. Dans le cas où le rendez-vous, par contre, en présentiel, on ne peut pas l'éviter, il faudra définir les modalités d'accueil en amont. Alors, par exemple, ça va être toute une série de questions, d'interrogations auxquelles il faudra répondre. Est-ce que je peux planifier les rendez-vous au lieu qu'ils soient en sans rendez-vous, comme peut-être avant l'épidémie? Est-ce qu'on peut espacer dans le temps ces rendez-vous pour éviter qu'il y ait trop de personnes en même temps qui arrivent? Est-ce que je peux réduire le temps de rendez-vous? Et au niveau de l'attente, là aussi, il faudra réfléchir en amont comment organiser les choses, mais l'idée, c'est de se poser la question en fonction aussi de vos locaux et de votre activité. Est-ce que je laisse patienter les personnes à l'extérieur? Est-ce que je laisse patienter les personnes dans la salle d'attente? Mais dans ce cas-là, j'enlève par exemple un siège sur 2 pour respecter la distanciation sociale. Donc, je réfléchis en fonction du nombre de mètres carrés au nombre de personnes maximum que je pourrais laisser attendre dans la salle. Il faudra également supprimer les documents qui sont à disposition en salle d'attente, puisque tout le monde peut être amené à les toucher. Alors, par rapport au poste de travail avec accueil du public, il faudra aussi organiser la circulation des personnes dans le local. Donc, définir un sens de circulation dans vos locaux et matérialiser le parcours pour qu'on ne puisse pas vraiment se tromper. Un autre aspect, c'est qu'il faudra organiser les situations de travail pour limiter les échanges d'objets, puisqu'on sait que ça peut être une source de contamination, donc comme les stylos, les papiers, les clés. Et toutes ces mesures, elles doivent être affichées et diffusées auprès de vos clients et de vos visiteurs. Dans les situations où la distanciation sociale, là non plus, n'est pas applicable, on va se tourner vers une installation de plexiglas qui pourrait être nécessaire. Alors, d'ailleurs, petit aparté, on peut aussi le mettre en place par mesure de précaution dans d'autres situations. Toujours par rapport à la distanciation sociale qui n'est pas applicable, il faudra alors fournir les équipements de protection individuelle adaptés à l'activité et au risque.
et également mettre à disposition du gel hydroalcoolique pour les salariés et ou pour les visiteurs. Au niveau des activités avec déplacement extérieur au site, puisque c'est ces activités qui nécessitent de se déplacer et il faut absolument les étudier en amont pour ne pas se laisser dépasser par les événements. L'idée, c'est d'effectuer seulement les rendez-vous extérieurs qui ne peuvent pas être reportés ni être réalisés à distance. Lorsqu'un rendez-vous est prévu, il faudra en amont de l'intervention, il faudra prévoir les modalités de déplacement comme on a prévu les modalités d'accueil quand on avait un accueil de public. Au niveau du déplacement, on préférera effectuer les déplacements seuls, attitrer un véhicule à une personne, mais si ce n'est pas possible, il faudra ajuster le protocole de nettoyage. Il conviendra également de connaître les consignes sanitaires et mesures de prévention de l'entreprise dans laquelle on va et transmettre en amont à cette entreprise ses propres mesures de prévention si on a des mesures spécifiques à notre intervention. De même, il sera nécessaire de limiter les échanges d'objets, les clés, les stylos, les moyens de paiement, etc. On pourra aussi réfléchir au réapprovisionnement parce qu'il y a des déplacements qui nécessitent d'utiliser du matériel et la question de la fréquence du réapprovisionnement peut être réfléchie, peut-être moins souvent. Voilà. Et il sera nécessaire d'organiser également la prise des repas puisque en ce moment, on a des lieux de restauration qui sont fermés. Ça peut être par exemple de décaler le rendez-vous, donc l'heure du rendez-vous plutôt en début d'après-midi pour pouvoir avoir mangé avant, ou alors prévoir les encas et du gel hydroalcoolique pour pouvoir se laver les mains avant et après. Donc en tout cas, on voit qu'il y a pas mal d'aspects à prendre en compte en amont afin de vraiment garantir une contamination la plus réduite possible. Dans la situation où la distanciation sociale, elle n'est pas possible, il faudra fournir les équipements de protection individuelle adaptés, mettre à disposition du gel hydroalcoolique, des lingettes désinfectantes, des sacs poubelles et du papier essuie-tout pour être paré à toutes les éventualités. Pour conclure et pour aller plus loin, je vous invite à consulter le site du ministère du Travail. Vous retrouverez des fiches métiers qui détaillent les mesures de prévention à prendre dans les secteurs et métiers spécifiques et qui compléteront les éléments qui ont été abordés ici de manière générale. Alors, concernant les équipements de protection individuelle, il faut rappeler tout d'abord les gestes barrières. Donc, ce sont des gestes qui sont protecteurs pour nous, pour chacun. Donc, ce sont des gestes vraiment à rappeler et qui sont complémentaires des équipements de protection individuelle, ou l'inverse d'ailleurs. Alors, concernant les masques, il y a différents types. Donc, d'abord, le masque chirurgical, qui est un dispositif médical et qui est destiné à éviter la projection vers l'entourage de celui qui porte le masque et vice-versa. En revanche, il ne va pas protéger contre l'inhalation des très petites particules en suspension dans l'air. Il en existe 3 types en fonction de leur efficacité de filtration et de la taille de l'aérosol, voire des éclaboussures. Ensuite, il y a le masque FFP, qui est un appareil de protection respiratoire qui, lui, est destiné à protéger à la fois des gouttelettes et des particules en suspension dans l'air. Il y a 3 catégories en fonction de leur capacité de filtrage et de la fuite au visage. Par contre, pour ces masques-là, il faut savoir qu'ils sont plus contraignants et moins confortables que le port du masque chirurgical. En tous les cas, ces 2 types de masques sont réservés aux milieux de soins, aux établissements de santé, ainsi que les surblouses, qui sont pour les cas possibles et confirmés de Covid-19, quand on est exposé à ce type de cas. Il y a également les masques dits barrières ou grand public. Ils sont généralement en tissu, destinés à toute personne saine ou asymptomatique, en sachant que, bien sûr, les gestes barrières sont complémentaires du port de ces masques. Alors, concernant leur mise en place, il faut d'abord se laver les mains avant la pose. Ensuite, on va apposer le masque au-dessus du nez jusqu'au menton, sans toucher l'intérieur du masque. On va les installer plutôt avec les élastiques à l'arrière des oreilles. Et une fois qu'on aura fini d'utiliser, qu'on l'aura enlevé avec les élastiques, une fois encore, il faudra les mettre dans un petit sac plastique
ou les jeter si ce sont des masques jetables, pardon, et utiliser du savon et de l'eau ou du gel hydroalcoolique pour se laver les mains. Vous avez des vidéos à disposition sur Internet et vous avez un lien sur cette présentation. La durée d'utilisation des masques est de 4 heures, donc il faudra privilégier le nombre de 3 masques par jour, donc 2 pour la journée et 1 de secours au cas où. Concernant l'entretien des masques en tissu, ils doivent être lavés en machine avec une lessive classique à 60 degrés pendant au moins 30 minutes. Le séchage est à réaliser au sèche-linge ou à l'air libre avant un repassage à la vapeur à une température qui n'abîmera pas le tissu et les élastiques. Il est préférable de stocker les masques propres dans un petit sac en plastique refermable type sac de congélation. Concernant les visières viennent en complément du masque parce que la visière ne va pas protéger contre les particules en suspension dans l'air. Il faudra également penser à son nettoyage sur les 2 faces et de manière régulière. Et il faut éviter aussi de porter les mains au niveau du visage sous la visière. Pour les gants, dans la plupart des situations en entreprise, le lavage très régulier des mains suffit parce que quand on porte des gants, on a cette fausse impression de protection. Donc, si on peut éviter le port de gants, il vaut mieux tout simplement se laver les mains très régulièrement. Si des gants sont quand même utilisés pour éviter que les mains ne se contaminent, dans ce cas-là, il faut avoir les bons gestes et respecter un certain nombre de mesures. Par exemple, ne pas porter les mains gantées au visage, ôter les gants en faisant attention de ne pas toucher sa peau avec la partie extérieure du gant, jeter les gants dans une poubelle après chaque utilisation et se laver les mains à l'eau ou au gel hydroalcoolique. Donc là aussi, vous avez une petite vidéo qui peut expliquer comment mettre et retirer les gants. Concernant le kit visiteur qui peut être mis en place dans les entreprises, qu'est-ce qu'il peut comprendre? Alors, il peut comprendre 1 à 3 masques à usage unique en fonction du public. S'il s'agit de vos salariés, il vaudra mieux privilégier 3 masques. S'il s'agit de simples visiteurs, un seul masque peut suffire. Un petit flacon de gel hydroalcoolique ou alors la mise à disposition de gel hydroalcoolique à l'entrée du bâtiment. Une fiche qui rappellerait les gestes barrières et les consignes propres à l'établissement si vous en avez. Et puis, ce kit peut être complété alors avec des lingettes nettoyantes, avec un stylo individuel si on sait qu'il va falloir beaucoup utiliser un stylo, ou alors une visière par exemple, voilà, tout ce qui vous semblera utile. Vous avez une liste de sites internet qui peut être utilisée pour la commande des masques, donc un certain nombre de fournisseurs. Sachez en tous les cas que les CCI départementales, les branches professionnelles et les organisations patronales peuvent être votre relais pour des commandes groupées auprès des fournisseurs. N'hésitez donc pas à les contacter. Nous allons donc aborder maintenant le document unique d'évaluation des risques professionnels. En effet, dans le cadre de l'obligation de sécurité et de résultats qui lui incombent, l'employeur est tenu de mettre en place des actions de prévention, d'information et de formation relatives aux risques existants sur le lieu de travail. Toute entreprise, quelle que soit sa taille, a donc l'obligation d'évaluer les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés afin de garantir leur santé et leur sécurité au travail. Ces risques doivent être retranscrits dans un document unique d'évaluation des risques professionnels. L'épidémie du Covid-19 impacte fortement les conditions de travail et génère de nouveaux risques. L'évaluation des risques dans l'entreprise doit donc être mise à jour pour réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l'occasion du travail. Cette nouvelle évaluation doit être retranscrite dans le document unique d'évaluation des risques. Pourquoi? Différents enjeux, comme on vient de le dire, éviter les risques de contagion, enjeu humain prioritaire. Il y a un intérêt social avec le fait de rassurer les salariés sur leurs conditions de travail et l'optimisation, l'organisation du travail dans cette situation exceptionnelle. Un enjeu politique avec l'image de l'entreprise, l'intérêt économique bien entendu, et enfin être en conformité avec la réglementation et ainsi éviter amendes et poursuites pénales. Alors, comment faut-il procéder?
Pour rappel, cette démarche doit être participative et inclure les salariés, les instances représentatives du personnel, le référent Covid et bien entendu votre service de santé au travail qui, je vous le rappelle, se tient à votre disposition pour vous accompagner. Je vous invite donc à contacter votre médecin du travail qui fera appel à un intervenant afin de vous apporter son aide et son expertise dans la réalisation ou la mise à jour de votre document unique si vous en éprouvez le besoin. Donc, pour rappel, le document unique contient à minima un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise, c'est-à-dire les situations pouvant potentiellement être dangereuses, une analyse des risques, c'est-à-dire des conditions d'exposition des salariés au danger, et enfin, un plan d'action. Alors, comment se traduit cela dans la situation actuelle de mise à jour dans le contexte du Covid-19 ? En premier lieu, c'est identifier et analyser les situations de travail à risque et les salariés potentiellement exposés pour chaque unité de travail. Par exemple, pour chaque situation de travail, ateliers de production, services administratifs, commerciaux, mais également au niveau de l'entreprise, pensez aux lieux d'accueil, les flottes automobiles, les salles de réunion, mais également en dehors de l'entreprise. Pensez aux missions, trajets avec les clients, partenaires, etc. En deuxième lieu, il va falloir estimer le risque en question. C'est-à-dire qu'après avoir identifié les situations dangereuses liées au Covid-19, il faut évaluer les risques et les hiérarchiser. Dans ce contexte, il est conseillé de conserver vos méthodes actuelles de cotation que vous utilisez pour votre document unique. Le plus communément, le risque est estimé via une matrice de cotation que vous pouvez apercevoir en évaluant d'une part la fréquence, c'est-à-dire quelle est la fréquence d'exposition des salariés à une situation l'exposant à une éventuelle contamination par le Covid-19, et la gravité, quelle est la gravité des dommages en cas de contamination du salarié au Covid-19. Dans la mesure où cette maladie peut potentiellement avoir des conséquences irréversibles, il est conseillé de coter le niveau de gravité au maximum. Enfin, il va falloir construire un plan d'action qui soit en accord avec les consignes du ministère, un plan opérationnel suscitant l'adhésion des salariés et bien entendu conforme aux exigences économiques. Cette étape consiste à mettre en œuvre des mesures de prévention et de protection afin de réduire le phénomène dangereux. Ce plan d'action s'articulera sur 3 axes, la prévention organisationnelle, la prévention technique et enfin la partie humaine avec par exemple l'information des salariés et les conduites à tenir. Cette étape, elle consiste finalement à retranscrire toutes les actions mises en place ou à mettre très prochainement en place dans l'entreprise, comme par exemple toutes celles qui vous ont été présentées précédemment par les différents intervenants. La situation épidémique actuelle provoque une augmentation des risques professionnels pour les salariés suivant 2 grands axes. Le premier, le risque lié au Covid-19. Nous avons vu précédemment que les voies de transmission préférentielles du Covid-19 sont la transmission directe par inhalation de gouttelettes lors de la toux ou d'éternuement et la transmission par contact avec la bouche, le nez, les muqueuses des yeux via les mains. Il va donc s'agir ici d'identifier, d'analyser et d'évaluer les situations de travail dans lesquelles les conditions de transmission du Covid-19 sont réunies et à évaluer pour chacune l'importance du risque, contact étroit ou non, contact bref, prolongé, etc. Donc, je vous propose ici un exemple afin d'illustrer mon propos. Nous avons donc caractérisé ici un risque lié dans le document unique à une éventuelle exposition au Covid-19, la situation pouvant être un risque de contagion sur le lieu de travail ou à l'occasion du travail, avec un possible contact entre collègues ou par proximité de tiers, clients, fournisseurs. Selon l'analyse que vous mènerez, il sera peut-être nécessaire de différencier ces situations et de créer une ligne pour chacune d'entre elles dans votre document unique. Elles ont été regroupées ici à titre d'exemple. Il faudra ensuite évaluer ce risque à l'aide des critères de cotation, fréquence et gravité dont je vous ai parlé précédemment. Et enfin, transcrire les actions de prévention en place ou à planifier, comme on peut le voir ici, la mise en œuvre des gestes barrières, la fourniture de PI, la sensibilisation du personnel, etc. Après s'être concentré sur le risque direct de contamination, il va falloir évaluer les risques nouveaux générés par le fonctionnement dégradé de l'entreprise. Par exemple, le télétravail.
Certes, ce mode d'organisation est à privilégier dans la mesure du possible, même après déconfinement, lorsque celui-ci, bien sûr, est compatible avec l'activité. Néanmoins, il n'est pas sans risque. Il faut prendre cet élément en compte dans le document unique. Il est donc nécessaire d'identifier et d'évaluer l'impact et les risques générés par cette nouvelle forme d'organisation. Il peut par exemple engendrer des risques physiques comme les troubles musculo-squelettiques, un TMS, ou de la fatigue visuelle liée à l'inadaptation du matériel ou à une mauvaise installation. Donc, vous pouvez le voir dans l'exemple illustré à l'écran avec différents moyens de prévention à mettre en place, comme la sensibilisation des salariés aux bonnes postures, la mise à disposition de moyens adaptés, etc. Nous pourrons également évaluer les risques liés aux réorganisations de l'entreprise afin d'éviter la contamination. Je pense notamment en cas d'aménagement ou de réaménagement des locaux, de réorganisation du travail ou d'affectation d'un salarié sur un nouveau poste de travail. Enfin, ne pas oublier d'évaluer ou de réévaluer les risques psychosociaux, risques sur lesquels je ne vais pas m'étendre puisqu'ils vont faire l'objet d'un focus dans quelques instants. Je conclurai donc en vous invitant à vous rapprocher de votre service de santé au travail et de votre médecin du travail si vous souhaitez être plus amplement accompagné pour la remise à jour de votre document unique. Alors, on va poursuivre sur les risques psychosociaux. Donc, comme vous le savez, la dimension psychosociale de l'épidémie n'est pas à négliger. En effet, le confinement a pu avoir un impact sur le psychisme des salariés. Le confinement a pu entraîner une anxiété chez les salariés, anxiété par rapport à sa propre santé ou celle de ses proches. Un sentiment d'isolement a pu s'installer, un sentiment de diminution de soutien face à certains problèmes, comme le décès, des maladies ou des problèmes familiaux. Il ne faut pas négliger non plus l'impact social que le confinement a pu avoir, avec éventuellement des difficultés financières, des ruptures conjugales ou des violences intrafamiliales. Certaines pathologies préexistantes n'ont peut-être pas pu être prises en charge dans le confinement. Et puis enfin, vis-à-vis du travail, on peut noter chez les salariés une sous-charge de travail ou une surcharge. Et certains ont pu évoquer certaines difficultés avec le télétravail notamment. De même que le confinement a pu avoir un impact sur le psychisme des salariés, le déconfinement aussi peut avoir un impact sur le psychisme des salariés. Il peut augmenter les angoisses, à contrario, créer un sentiment d'euphorie. Et puis, on peut avoir apparaître dans un deuxième temps un sentiment de deuil, du retour à la normale, puisque après confinement ne signifie pas après épidémie. Enfin, les salariés peuvent exprimer un doute ou se sentir stressés sur la capacité de l'entreprise à reprendre son activité. Alors, pour prévenir les risques psychosociaux liés à l'épidémie, il est nécessaire de construire un cadre rassurant et bienveillant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il va falloir anticiper le retour des salariés sur le site à travers différentes actions. Déjà, il faudra communiquer, informer les salariés sur les déconfinements, les modalités d'organisation, rassurer sur la mise en place des mesures sanitaires afin d'apaiser la peur de la contamination, éviter tout discours anxiogène. La communication du dirigeant doit être rassurante, s'appuyer sur des valeurs du collectif plutôt que sur de la performance. Le service RH peut prévoir un mini-sondage afin d'évaluer l'état émotionnel des salariés concernant la reprise du travail. En fonction de la taille de l'entreprise, on peut prévoir une réunion de retour des salariés qui peut être animée soit par la direction de l'entreprise, le service RH ou les managers de proximité. Il est possible aussi d'organiser des entretiens de reprise en amont du retour des salariés pour permettre l'expression des collaborateurs sur leurs craintes
ou proposer un webinaire aux salariés sur les modalités organisationnelles, les informations sanitaires et communiquer les coordonnées du médecin du travail, du psychologue du travail, de l'assistante sociale ou de toute personne ressource. Construire un cadre rassurant et bienveillant, c'est aussi adapter l'organisation du travail et le management. Il faut privilégier un management participatif, clarifier les rôles, définir des priorités, adapter la charge de travail pour permettre une reprise du travail sereine, renforcer tout ce qui est sentiment de reconnaissance, d'appartenance pour construire un collectif de travail, reconnaître les efforts de chacun pendant le confinement. Et puis, ce qu'il est important de faire aussi, c'est d'organiser des espaces et des temps d'échange. Pourquoi? Parce que ça va permettre de libérer la parole des collaborateurs et que chacun puisse s'exprimer sur les éventuelles craintes qu'il a pu avoir pendant cette période difficile. On l'a vu, ce sera important de sensibiliser les référents Covid donc sur les mesures sanitaires, mais aussi les managers sur les mesures sanitaires, mais aussi le repérage des salariés en difficulté. Donc, identifier les comportements à risque comme les addictions, l'isolement, l'irritabilité qui peut se produire chez certains salariés. Il faudra soutenir, accompagner les managers. Et puis, en cas de difficulté, surtout, n'hésitez pas à contacter votre service de santé au travail qui est là pour vous conseiller avec, bien évidemment, votre médecin du travail, le psychologue du travail, la psychologue clinicienne, éventuellement l'assistante sociale et tous les membres de l'équipe de prévention. Nous allons voir maintenant quel rôle a le service de santé au travail inter-entreprise pendant cette crise. Donc, pendant la période de confinement passé et maintenant pendant la période actuelle de déconfinement, les services de santé au travail ont maintenu leur rôle de suivi de la santé des salariés. Donc évidemment, nous sommes adaptés aux conditions sanitaires actuelles et nous privilégions les consultations pour éviter aux salariés de se déplacer dans nos centres médicaux. Certaines visites peuvent quand même être maintenues en présentiel dans nos locaux sur décision du médecin du travail. Donc nos centres ils sont équipés effectivement de manière à pouvoir assurer le respect des mesures barrières pour les salariés lors de la visite médicale si un examen physique est nécessaire. Certaines visites peuvent être reportées jusqu'à la fin de l'année 2020. Donc cela concerne notamment les visites d'embauche et périodiques pour les salariés qui bénéficient d'un suivi individuel général. Les salariés qui ont un suivi individuel renforcé du fait de leurs expositions professionnelles et les salariés en suivi individuel adapté, ceux-ci seront prioritaires pour la réalisation des visites d'embauche et des visites périodiques. Ces visites médicales, elles ne seront donc pas repoussées. Les visites de reprise, elles s'effectuent sans délai et avant la reprise du poste pour les salariés qui sont en suivi individuel adapté. Par contre, il n'y a pas de visite de reprise pour tout salarié ayant eu le Covid ou pour les arrêts liés à la garde d'enfants. Donc, c'est seuls les arrêts de plus de 30 jours qui nécessitent une visite de reprise. Les visites de pré-reprise, les visites à la demande du salarié ou de l'employeur, elles sont évaluées par chaque médecin du travail et font toujours partie de nos missions. Pour ce qui est de nos actions dans le milieu de l'entreprise, nous nous sommes là aussi adaptés aux conditions sanitaires ainsi qu'aux besoins des employeurs et des salariés. Nous sommes toujours à disposition dans notre position de conseiller de l'employeur et des salariés, mais préférentiellement à distance. Donc, nous proposons notamment notre aide pour la rédaction de protocoles de déconfinement, mais aussi sur l'accompagnement à la rédaction du document unique, comme on a pu le voir avant. Nous continuons aussi à participer aux réunions professionnelles de type CSSCT ou CSE, comme nous le faisions avant la situation épidémique. Pour aller plus loin, restons à votre disposition avec notre site internet efficience-santéautravail.org, de manière à toujours être au fait de l'actualité sur le Covid, mais comme sur toutes les situations qui ont trait à la santé ou à l'actualité travail. Bien entendu, vous avez également le site du gouvernement, gouvernement.fr, info coronavirus, de manière à être informé également en temps réel des changements et de toute l'actualité.
et au niveau du ministère du Travail avec le protocole national de déconfinement qui est paru récemment, mais aussi un certain nombre de fiches conseils métiers et de guides pratiques à destination soit des employeurs, soit des salariés, qui permettent d'être au plus près et au plus juste des recommandations en fonction de votre activité. Je tiens également à remercier la Fédération régionale d'Île-de-France de santé au travail qui nous a permis de réaliser ce webinaire de manière simplifiée par leur précédente communication. Et également, vous avez à votre disposition le ministère de la Santé et du Travail. Merci à tous et à très bientôt. Surtout, Efficience reste à votre disposition. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin du travail.